Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on débute ce webinaire. Mhm. Ce soir, on va parler de la moule quagga avec Bass Siblings qu'on va présenter juste après. Mais d'abord, vous rappeler que ces séminaires en ligne sont organisés dans le cadre de l'Hémonscope. L'Hémonscope, un projet de l'EPFL en partenariat avec l'Université de Lausanne, l'EAVAG et l'ASL. Donc, la moule quagga. Ce soir, on a le plaisir d'avoir Bastian Niblings, hollandais, professeur en écologie microbienne à l'Université de Genève, également coprésident du conseil scientifique de la CIPEL. Salomé Boudet, qui est doctorante assistante. Malheureusement, elle ne peut pas être là ce soir car elle est malade, mais Bastian fera son porte-parole. Petite introduction de ma part. Souvent, quand on parle de moules, on a cette image des moules frites qu'on a dans nos assiettes. Alors, les moules du lac ne sont pas toxiques, quoique, mais en tout cas, ce ne sont pas des moules qu'on va retrouver dans nos assiettes, pas celles qu'on imagine, du moins. Mais pour ça, on a ce soir la chance d'avoir Bastian Niblings pour nous en parler bien mieux que moi. Bastian, je te donne la parole pour te présenter et également présenter Salomé qui n'est pas là ce soir. Bien, bien. C'est un plaisir d'être ici avec vous, de parler de notre lac, le Léman, et une des grands défis, l'invasion de Mulquagga, qui est présente depuis 2016. Je suis professeur en écologie microbienne à l'Université de Genève, département Forel. Avant, en Suisse, au moins, j'étais à l'EVAC, pour travailler sur autre lacs que le Léman. Mais j'ai aussi travaillé dans d'autres pays, toujours comme écologue et j'ai une formation en biologie et en écologie. J'ai plusieurs passions qui sont liées pas mal avec ma présence en Suisse. J'aime bien les lacs, les grands lacs, les lacs périalpins, les montagnes et aussi j'aime bien de visiter le théâtre ou autre musique et tout ça. Comme citation, j'ai choisi quelque chose que j'aime bien ouais, d'expliquer aux doctorants au début le plus grand obstacle à votre réussite est votre peur de l'échec. Du coup, c'est pas du tout une faute de fait des erreurs. Ouais. Merci Bastien, je te laisse également présenter Salomé. Ouais. Salomé est une doctorante dans mon équipe. En fait, elle a déjà fait la thèse de master avec moi sur le Mulquagga dans l'élément. Elle a tellement aimé ce sujet qu'on a cherché les moyens pour continuer avec une doctorat, qu'on a trouvé les moyens de Fondation Velux, parce qu'une des conséquences de Mulquagga, c'est une augmentation dans la transparence de l'eau. Et Velux, l'entreprise des fenêtres, c'est possible d'obtenir les sous pour la recherche sur la lumière, dans ce cas, transparence sous l'eau. Comme dit, elle a fait une bachelor en études européennes internationales, du coup pas du tout une bachelor dans la biologie, mais elle a suivi avec notre master, la MUSE, sciences de l'environnement. Elle a fait sa thèse avec moi et maintenant elle continue avec une thèse de doctorat sur les moules encore. Ouais. Super, merci Bas. Alors au niveau du programme ce soir, donc on va parler, faire une mise en contexte du sujet. On a la moule zébrée qu'on a beaucoup entendu parler et maintenant la moule quagga dont on entend encore plus parler. On verra ce qu'il en est du cas pour la Suisse et dans le Léman, les pronostics pour le futur et puis surtout, bah, que faire? Y a-t-il quelque chose à faire surtout? Ici, la mise en contexte, moule zébrée versus la moule quagga. Qu'en est-il, Bastien? La parole est à toi. C'est vrai qu'on a les deux espèces, ils sont liés. Les deux sont le même genre, c'est Dracena. Mais une, le moule zébré, et l'autre, le moule quagga, ils ont des traits en commun, mais aussi ils ont des traits qui sont fortement différents. Et ça pourrait expliquer
cette histoire de l'invasion des moules quagga beaucoup plus récente que la présence des moules zébrés. Ici, quelques titres des journaux de la région qui expliquent les conséquences euh, de l'invasion de cette moule. Il y a une expansion, ça va multiplier. On a des diapositives plus tard qui expliquent ça, mais aussi un titre parle d'une casse-tête pour le service des eaux. Du coup, il y a des conséquences, pas seulement pour l'écosystème, mais aussi vraiment des conséquences importantes pour l'utilisateur du lac. Oui. Euh, Dracena polymorpha, ça c'est le moule zébré et c'est une carte de l'Europe qui montre l'année d'arrivée des moules zébrés dans les lacs des pays Europe occidentale. Du coup, le pays d'origine pour les deux espèces, c'est un peu en bon anglais de Ponto-Caspian Region. Du coup, c'est en Ukraine. Là, c'est le berceau pour les deux espèces. Et déjà, dans le 19e siècle, il y a eu une migration vers l'ouest de moules zébrés, le Dracena polymorpha. Euh, je vais faire une comparaison entre l'arrivée des moules zébrés et moules quagga en Europe et aux États-Unis parce que c'est intéressant. Aux États-Unis, encore, c'est la moule zébrée, une arrivée beaucoup plus récente, disons il y a 30 années, mais, et ça montre, je vais le montrer dans une autre diapositive, aux États-Unis, les deux espèces sont plus ou moins arrivées au même moment. Que la prochaine diapositive montre encore l'Europe, cette fois pour la moule quagga. On a juste vu que la moule zébrée, c'est présent aussi en Suisse depuis le 19e siècle. C'est pas du tout le cas pour la moule quagga. Ça, c'est récent. Comme en Suisse, je crois, la première fois que c'était détecté, c'était 2014 dans le Rhin. Dans le Léman, pour la première fois 2015 ou 2016, vraiment récent. La France s'est montrée 2011. Du coup, ça fait une grande différence entre l'arrivée de moules zébrés, 19e siècle, et la moule quagga vraiment récemment. Comme dit, c'est pas du tout le cas pour les États-Unis. Là, et c'est une histoire qui est pas du tout différente d'autres espèces invasives avec l'eau de ballast qui est prise par les bateaux qui traversent l'océan. L'eau de ballast est libérée à la côte d'un autre continent. Les larves de moules quagga étaient présentes dans l'eau de ballast et les deux espèces, zébrés et quagga, ils ont envahi euh, les États-Unis plus ou moins au même moment. Comme dit, encore vraiment différent de l'Europe. Ici, c'est une carte, une publication de Karataev. C'est une couple euh, d'origine bélarusse qui habite aux États-Unis sur le Grand Lac américain depuis des décennies, surtout sur le Mukwege. Ils ont juste visité aussi nous ici dans la région. Ils ont une connaissance énorme sur cette histoire de l'invasion de deux espèces de moules dans le Grand Lac américaine. Ici, c'est une carte qui montre depuis l'année 2000 vers 2015, dans ce cas, pour plusieurs lacs, Lake Huron, Lake Michigan, Lake Ontario. Au début, aux États-Unis, néanmoins que les deux sont arrivés au même moment, au début, c'est toujours le moule zébré qui a pris le lead. C'est le premier moule pour vraiment se positionner dans les lacs américains. Et plus tard, peut-être 15 ans plus tard, c'est le moule quagga qui est trouvé dans le lac américain. Et du moment que le moule quagga est présent, il y a une forte expansion, encore plus forte qu'avec seulement les moules zébrés. Du coup, la moule quagga fait une grande différence. Pour répéter, au début, moule zébré, euh, peut-être après une attente de 15 ans, aussi le Mukwege. Ça, c'est une autre graphique de la même papier de Karataev qui montre cette différence. Du coup, la ligne noire, c'est le lac en présence de moules zébrés.
On commence en haut à gauche, Dracena, les deux espèces de moules. Au début, c'est vraiment le moule zébra, le régime ZM, pour 6 lacs aux États-Unis. Et comme dit, peut-être 15 ans après l'arrivée des deux espèces, mais au début seulement le moule zébré, il y a aussi cette augmentation forte des moules quagga. Et les conséquences sont montrées dans les autres diapositives. Par exemple, si on regarde le zooplancton, la dernière petite graphique, il y a une forte chute dans le zooplancton qui est liée, corrélée avec cette arrivée, cette augmentation des moules quagga. Avec les moules zébrés, il y a déjà un effet, mais avec l'arrivée et expansion d'autres moules, il y a encore un effet supplémentaire. Et c'est la même pour une baisse dans le phytoplancton, une baisse dans le chlorophylle et aussi, comme dit, une augmentation en fait dans la transparence de l'eau. Du coup, les deux moules, des effets supplémentaires, mais d'effets très forts avec la moule quagga. Oui. Ça, c'est juste deux photos pour montrer la différence entre les deux. Euh, la couleur, c'est différent entre zébra et quagga. Le zébra, c'est plutôt plat et le quagga, c'est un peu plus ronde. Mais les détails sont vraiment pour les spécialistes. Si on fait un programme d'échantillonnage, on prend des mots d'éléments. C'est clair qu'il faut faire une distinction entre les deux. Aussi, pour ajouter, pour la moule quagga, on a deux morphologies différentes dans les zones superficielles. On dit le phénotype, du coup, leur appartenance, c'est différent que dans les zones profondes. Deux phénotypes, une phénotype dans les zones superficielles, une autre dans les zones profondes pour la moule quagga. Mais la différence entre les deux, c'est clair. Oui, des aspects de leur biologie qui déjà expliquent un peu pourquoi, avec l'invasion de moule quagga dans les lacs suisses, en juste quelques années, on trouve presque plus de moules zébrés. Du coup, quelque part, les moules quagga ont des traits qui sont plus forts que leurs cousins, les moules zébrés. Et le premier, c'est vraiment important. Période de reproduction pour les moules zébrés, c'est une fois par an, début de l'été, peut-être un mois. On trouve reproduction de moules zébrés. Pour les moules quagga, au moins pour les lacs aux États-Unis, toute l'année. Aussi, la reproduction, c'est clair, pourrait continuer pour la moule quagga aussi à la température plus basse. Euh, pour tous les autres aspects abiotiques, température basse, de concentration oxygène qui est plus basse, la moule quagga c'est simplement plus fort à résister les conditions moins optimales que la moule zébrée. Aussi, dans l'élément, on a trouvé la moule quagga jusqu'à 250 mètres de profondeur, pas dans des quantités énormes, mais quand même, on a trouvé des moules quagga vivants à cette profondeur énorme. Je crois que c'est un record mondial dans l'élément. Oui, prédation, peut-être le taux de prédation, c'est un peu plus élevé pour les moules quagga que pour les moules zébrés, mais on va discuter les prédateurs. Et une chose où le moule zébré est plus fort, leur fil de byssus, c'est le fil qu'on utilise, la moule utilise pour s'attacher au substrat, c'est plus fort pour la moule zébré que pour la moule quagga. Oui. Ça, c'est un peu le cycle de vie. Je ne vais pas entrer en détail, mais juste pour dire, il y a une partie de leur vie qui est planctonique. Du coup, on a les embryos. Après la fusion des gamètes, on a l'embryo. Puis, on a des larves véligères qu'on trouve dans le zooplancton. On peut parfaitement observer la larve véligère dans les échantillons de zooplancton, comme T. paenrae, par exemple, 2 fois par mois avec des échantillons de SHL2. Et puis, on parle d'une post-véligère avec le début d'une coquille. Et puis, cette post-véligère, c'est l'étape où la moule va chercher un substrat dur pour s'attacher. Et puis, on parle de parties de cycle de vie benthique, juvénile et puis adulte. Et les adultes continuent avec la reproduction. Du coup, ça,
ça ferme ce cycle de vie. Euh, oui, c'est clair. Juste regarder cette photo, je trouve que c'est une photo de probablement lac Michigan aux États-Unis. C'est une densité vraiment impressionnante, énorme. Et comme on a juste vu dans la sondage que chaque moule est capable de filtrer 2 litres de l'eau par jour, juste compter le nombre de moules ici et le volume d'eau qui est filtré chaque jour par les moules quagga. Ils sont des organismes des filtreurs. Ils captent, ils utilisent le phytoplancton dans le lac comme source de nourriture, juste comme le zooplancton, le fameux Daphne, les puces d'eau, où ils sont des concurrents directs pour leur nourriture. Les deux, les moules et le zooplancton, les cladocères comme le puce d'eau, mais aussi autres copepodes, ils utilisent tous les producteurs primaires, le phytoplancton. Et ça, c'est déjà comme un avertissement sur les conséquences cette invasion pour l'écosystème, une pression supplémentaire forte, je dois dire, une pression forte sur le zooplancton. Oui, oui. C'est quoi une espèce ingénieure? Peut-être vous avez un peu une connaissance des effets des castors dans un écosystème. On parle d'une espèce ingénieure si une espèce est capable tous les espèces changent leur environnement et les interactions avec le système abiotique et avec les autres espèces, mais les espèces ingénieurs sont très forts à changer aussi l'environnement physique. Du coup, l'environnement physique avec l'arrivée des moules zébrés, mais surtout cette quantité énorme de moules quagga, il y a un changement pas seulement dans la biologie du lac, mais dans la structure physique. Et ça, c'est une espèce ingénieure. Du coup, encore le sédiment du lac est changé par cette présence massive des moules quagga. C'est pour ça qu'on parle des espèces ingénieures. Euh, à droite, en fait, c'est une photo. Nous avons installé une plateforme, une laboratoire flottante juste à côté de Puy. C'est ensemble, un projet ensemble de l'EPFL, l'UNIL, l'Université de Genève, INRAE et ERA comme institut fédéral pour mieux observer le lac. Du coup, on a à peu près 70 capteurs différents d'une manière autonome à haute fréquence. Ils prennent des données, des aspects physiques, chimiques et biologiques du lac. Du coup, j'ai des instruments qui font des mesures sur le phytoplancton d'une manière continue. Mais ça, juste pour montrer, ça, c'est un instrument pour mesurer la vitesse des courants d'eau sur la surface. C'est un instrument qui était sous l'eau depuis pour peut-être 3-4 mois et la présence des moules quagga après cette période, quelques mois, c'est très évident et clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour la qualité des données. Du coup, toutes les surfaces qui sont présentes dans le lac, à gauche, on a quoi? Les tuyaux les tuyaux qui sont utilisés pour refroidir l'industrie, l'eau qui entre dans les tuyaux pour refroidir l'industrie, mais par exemple aussi le campus de l'EPFL a un grand problème avec les moules quagga dans leurs tuyaux. Euh, les larves sont présentes, les larves véligères qu'on a vues sont présentes dans l'eau avec cette transition vers une étape benthique. Il s'attache à la surface, dans ce cas, un tuyau, et au fil du temps, ça pose un vrai problème pour le transport de l'eau dans le tuyau. C'est un peu la même pour, vous avez peut-être entendu parler de projet Génilac, utiliser l'eau du lac pour refroidir l'aéroport de Genève et Palexpo. Encore, chaque structure où l'eau de lac entre, il y aura des problèmes avec ce développement fort des moules quagga. Oui. Euh, OK. Ça, c'est une diapositive qui parle de l'autre côté des moules quagga parce que
jusqu'à présent, j'ai dit il y a des conséquences négatives sur le zooplancton. S'il y a un problème pour le zooplancton, il y aura un problème avec les corégones, la perche, les deux poissons qui sont importants pour la pêche professionnelle dans le lac. Il y a des problèmes économiques avec les tuyaux, les instruments, tous les aspects négatifs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a aussi, il n'y a pas des aspects positifs. Moi, je viens des Pays-Bas, déjà avec les moules zébrés et un peu aussi quand même avec les moules quagga, la vision, c'est vraiment différent. À l'époque, on a eu problème avec la publication de nos données sur les papiers scientifiques sur les moules zébrés, avec les chercheurs américains qui ont dit c'est pas possible d'être positif sur ce type de moule. Et nous avons répondu, mais aux Pays-Bas, avec la concentration de nutriments qui sont vraiment beaucoup plus élevées qu'ici en Suisse, avec problème de l'eutrophisation, les blooms des cyanobactéries toxiques, tout ça. Au moins, les moules, et ça, c'est écrit sur la diapositive comme filtreur de l'eau du lac, ils réduisent aussi la concentration des cyanobactéries. Du coup, il y a des effets positifs pour les lacs troubles, comme les lacs peu profonds aux Pays-Bas. Il y a des effets positifs parce que les moules aident à créer de l'eau qui est plus transparente, qui est positive pour la macrophyte, qui couvre les lacs peu profonds qui sont dans un bon état, avec un état de l'eau claire. Du coup, encore pour les lacs peu profonds, surtout les lacs eutrophes comme aux Pays-Bas, les moules, les macrophytes sont des amis et ensemble, ils peuvent aider avec une transition de l'eau trouble, retour vers un lac clair, qui est beaucoup mieux pour tous les services d'un lac, comme l'eau potable, les loisirs et tout ça. Euh, oui, aussi la dernière aspect mentionné, c'est un peu cet aspect des ingénieurs d'un écosystème avec la colonisation des moules, la structure dans ce cas, le sédiment du lac, euh, la structure devient plus complexe avec des gradients. Et ça, parfois, c'est positif pour la biodiversité benthique. Une chose avec la moule quagga, on parle de benthification des lacs. Du coup, tout ce qui est pélagique, c'est le réseau trophique, disons, classique pour un lac profond comme le Léman. Un réseau trophique, c'est simplement qui mange qui. Que phytoplancton comme producteur primaire mangé par le zooplancton, la puce d'eau mangée par les corégones, mangée par le brochet, par exemple. Avec bentification, avec les moules quagga, c'est le réseau trophique qui souffre, mais peut-être, mais nous sommes en train de faire la recherche, peut-être, il y a aussi des effets positifs pour la diversité, l'abondance des invertébrés dans la zone benthique. Oui, Magnifique. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes. C'est bien de finir sur une note positive. ouais, La toujours. moule quagga, effectivement, peut aussi être positive pour l'environnement. On va voir maintenant ce qu'il en est plus en détail en Suisse et dans le OK. Léman. Donc, du coup, qu'en est-il en Suisse et dans le Léman plus exactement? Bastien, on t'écoute avec passion. Ouais, peut-être que ouais, ça montre l'arrivée des Mulquaga dans plusieurs lacs en Suisse. Comme dit, la première fois, c'était, je crois, dans le Rhin, 2014, 2015, dans le Léman. La première fois, c'était en utilisant l'ADN environnemental et très peu après, on a aussi trouvé des moules vivants. Et vous pouvez regarder la carte que jusqu'à présent, on a dit, oh, il n'y a pas encore des moules dans l'acte 4 canton, il n'y a pas encore des moules dans l'acte Zurich. Il y a des moules dans l'acte Constance, on a trouvé des moules dans l'acte de Biel, par exemple, mais maintenant, c'est clair que un lac après l'autre s'est envahi par cette espèce moule quagga. Ouais. Bon, que j'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de travail de Salomé Boudet.
Ça, c'est les données de travail de thèse de master. On a fait, ensemble avec l'EAVAC, le groupe de Pittsburgh, on a fait un programme d'échantillonnage du Léman, à peu près 70 stations différentes dans le Petit Lac, le Grand Lac et le Haut Lac. On a créé des transects, c'est-à-dire on commence dans la zone le moins profonde, très proche de la côte, et on continue pour arriver dans la zone profonde. Juste pour dire, on n'a pas encore fait la dernière 10 mètres parce qu'avec notre bateau, la Licorne, c'était pas possible d'entrer la zone vraiment littorale, la dernière 10 mètres, entre 0 et 10 mètres de profondeur. Ça, c'est quelque chose avec INRAE, Stéphane Jacquet. On va le faire cette année, en mois de juin, pour compléter ce programme d'échantillonnage. Mais si on va retourner à la dernière diapositive, euh, pour chaque station, on peut regarder on a identifié plusieurs catégories de profondeur, moins de 30 jusqu'à 50, jusqu'à 90 et plus de 90 mètres de profondeur. Et avec les graphiques qui suivent, je vais montrer comment ce profondeur est vraiment un facteur clé qui explique la densité, la biomasse des moules pour chaque station. Oui. Aussi pour caractériser l'environnement, surtout la condition très proche du sédiment, on a utilisé une probe multiparamètre. C'est pas trop importante, mais aussi on a utilisé un système. Peut-être il y a une autre photo, mais il y a deux manières pour étudier les moules. Une, c'est montré ici avec un système avec des caméras vidéo. Et la dernière image, jusqu'avant ce cage avec les caméras touche le sédiment, cette dernière image, on peut identifier les moules sur cette image et on peut compter les moules. Et ça sont des images de ce système. On parle d'un système BIS à 10 mètres, 30, 50, 100, 150 et 250 mètres de profondeur. C'est clair que avec chaque augmentation dans la profondeur, il y a moins de moules. Comme dit, la profondeur du lac, c'est vraiment un facteur clé qui explique la densité des moules, comme montré dans les photos. Oui. Ah oui, j'ai juste dit ça. Du coup, on a utilisé ce système avec la caméra GoPro, mais on aime aussi de l'utiliser, disons, de manière classique. On prend avec la grappe Ponar, on prend une échantillon du sédiment pour chaque des 70 stations différentes. Avec une tamis, on isolait tous les moules qu'on trouve dans le Ponar. On le met dans le frigo, dans le laboratoire, et un par un, chaque moule est mesuré, identifié avec l'instrument que je ne connais pas en français, un caliper en anglais. Mais chaque moule est mesuré pour obtenir leur taille parce que la taille, c'est lié finalement aux biomasses des moules, mais aussi la ratio entre la taille d'une moule et la biomasse, c'est-à-dire le poids à l'interne de cette moule. Cette ratio entre taille et biomasse, c'est un indicateur de leur condition. Ok, ici, c'est en fait les données que j'ai mentionnées deux fois déjà. Il y a une forte euh, relation entre la profondeur sur axe de X et dans ce cas la densité, c'est-à-dire le nombre de moules par mètre carré du sédiment. C'est clair que il faut ajouter, comme dit, la dernière 10 mètres parce qu'on n'a pas de données pour le moment. Mais avec une augmentation de profondeur, il y a une diminution dans la densité des moules. Et on peut aussi dire que vraiment une profondeur de plus de, disons, 30 mètres, on arrive à des densités de moules qui sont moins importantes que entre 10 et 30 mètres de profondeur. Et on peut expliquer cette corrélation entre profondeur et densité des moules. C'est pas la profondeur elle-même, c'est lié à deux facteurs environnementaux. Ici, l'oxygène dissous qu'on peut observer que si on
Si on passe de la droite vers la gauche, la concentration d'oxygène diminue. Et si on dépasse, disons, une limite de 8 milligrammes par litre, les moules, quand même, les moules quagga, qui sont beaucoup plus forts que les moules zébrés, ont résisté cette concentration faible de l'oxygène, mais moins de 8 milligrammes par litre, la biomasse chute vers non, on parle encore de la densité, pas la biomasse, mais la densité chute vers la valeur beaucoup moins importante. Oui. Et ça, c'est la température. Un peu la même histoire. Si la température diminue, euh, aller de droite à gauche, et la température s'éclaire, la température diminue avec la profondeur du lac. Et comme pour l'oxygène, c'est pas forcément une diminution linéaire parce un lac profond comme le Léman, en été, c'est un lac qui est stratifié. C'est-à-dire, on a trois couches différentes. La zone à la surface qui est la plus chaude, on parle de épilimnium. La zone beaucoup plus large, la zone hypolimnion, c'est la zone froide la plus grande profondeur, concentration de l'oxygène très faible. Et entre épilimnion, entre la surface et les zones profondes, on a une zone de transition, la méthylimnion. Du coup, il y a vraiment une transition dans cette zone de méthylimnion où la température se baisse rapidement. Et ça s'est montré ici, disons, une température de moins de 10-11 degrés, c'est vraiment pas optimal pour la croissance des moules. Ils peuvent survivre, quand même, il y a toujours un peu de croissance, mais c'est moins rapide que dans les zones très proches de la surface. Mais long terme, peut-être, je trouve qu'il n'y a pas une diapositive, mais long terme, et comme dit les données long terme, on doit regarder vers les lacs aux États-Unis parce que là, on a plus de 30 ans de données. Long terme, en fait, c'est cette population dans les zones profondes qui continue de développer beaucoup plus long que la population dans les zones superficielles. Du coup, long terme, c'est trop tôt pour le Léman, on va l'observer, mais long terme, cette zone profonde, peut-être c'est là que la croissance de cette population des moules va continuer plus long. Euh, oui, c'est un peu comme dit, c'est une carte qui montre cette, la conséquence, disons, de corrélation entre profondeur et densité des moules. C'est clair que le petit lac, c'est le partie du lac moins profond. Au centre du grand lac, à échelle 2, on a la profondeur maximale de 309 mètres de profondeur. On ne trouve pas les moules à plus de 250 mètres de profondeur, mais on a vu les données, oui, avec une profondeur qui augmente, la densité diminue. Ça, c'est le message dans cette graphique. Merci beaucoup, Bastien. On voit que la moule, il y en a partout, presque. Du coup, on va se poser cette question de quel est le pronostic pour l'aimant, que va-t-il devenir dans le futur? On sait qu'on doit regarder de l'autre Ouais. côté de l'Atlantique pour avoir une Mhm. petite idée. Du coup, Bastien, quel est le pronostic pour l'aimant? À quoi va-t-il ressembler plus tard? Ouais. Prédire des événements dans un système si complexe qu'un écosystème, c'est extrêmement difficile. Et ce qu'on a fait dans le papier qui est montré, An Abundant Future for Quagga Mussels in Deep European Lakes, du coup, c'est une collaboration entre les chercheurs en Suisse, à Genève, à l'EVAC, mais avec les auteurs aux États-Unis, comme la Karataev. Souvent, on dit ce qui se passe aux États-Unis arrive 10 ans plus tard en Europe. Maintenant, j'espère vraiment que c'est pas le cas, mais c'est une autre discussion. Ouais, aux États-Unis, on a la présence des Mulquaga, ils sont là depuis plus de 30 années. Plus récent en Suisse. Du coup, ce qu'on fait dans ce papier, on a fait une recherche pour identifier
les lacs aux États-Unis où les conditions sont plus ou moins comparables, la morphologie, la profondeur, la disponibilité de nutriments, tout ça. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les grands lacs aux États-Unis et les moins grands lacs en Suisse? Encore, c'est pas toujours parfait de le faire, mais au moins, il y a des leçons à apprendre. On a fait cette comparaison, qu'on montrait les deux graphiques, et ce qu'on a pris, c'est dans la prochaine diapositive. Par exemple, ici, l'élément, c'est la ligne vert. Le premier point vert, c'est où on est maintenant. Puis, on peut dire, OK, par exemple, on prend lac Erie, la ligne pointillée noire, au même époque, disons moins de 10 ans après l'invasion de Murucuaga dans le lac Erie, il y avait une biomasse, une densité des moules qui est comparable entre lac Erie et l'élément, un peu moins que l'élément quand même. Mais pour lac Erie, on peut profiter des données long terme parce que dans lac Erie, comme dit, on a déjà 30 années, ou plus 35 années de données pour suivre le développement de cette population 20 ans, 30 ans après l'invasion et ça continue de monter. Avec cette leçon on prend encore, on prend les leçons des Grands Lacs aux États-Unis pour prédire ce qui va arriver dans les lacs suisses. Et pour l'élément, les chiffres qui sont mentionnés dans le papier de Ben Kramer et autres, c'est la densité des moules par rapport aux situations en 2022. La densité des moules va augmenter 9 à 22 fois. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est une prédiction. Comme dit, il y a pas mal de choses, pas mal des incertitudes. Mais ça, c'est le message dans ce papier de Kramer. Et les titres des journaux qu'on a vus au début, que l'invasion va continuer, ça s'était basé sur le papier scientifique publié et le graphique qui est montré ici. OK. Euh, c'est un peu un thème différent. C'était, on va parler un peu l'histoire long terme de l'élément. Et à gauche, panneau A, c'est la concentration phosphore totale. Comme dit, dans les années 50 du dernier siècle, c'était, disons, 10 microgrammes par litre. Avec l'eutrophisation, ça a augmenté à presque 100 microgrammes par litre. Et puis, avec le travail de la CIPEL, mais en fait, le travail des cantons en Suisse, le département en France, on a réalisé, ensemble entre la Suisse et la France, on a réalisé une forte baisse dans la disponibilité de phosphore qui, clairement, c'était quelque chose nécessaire à faire. Parce qu'avec l'eutrophisation, on a connu des grands problèmes d'anoxie dans les zones profondes, la production primaire, le phytoplancton qui est trop abondante, qui sont morts, qui coulent vers les zones profondes, décomposition, manque de l'oxygène. Panneau B montre que avec cette chute de phosphore, il faut en fait faire une distinction entre les couches que j'ai déjà mentionnées, la zone épi, la surface, disons moins de 10 mètres de profondeur en été, la zone profonde, entre 250 et 309, et entre les deux, la totalité de hypolemnion, c'est-à-dire la zone juste au-dessous de cette métalémnion, cette zone de transition. C'est clair que c'est toujours le cas, mais fortement aujourd'hui, que la disponibilité de phosphore reste plus large dans la zone profonde que dans la zone très proche de la surface. Du coup, la zone superficielle, c'est là que le phytoplancton trouve la lumière pour faire la photosynthèse, pour faire la croissance. Et dans la zone de surface, la concentration de phosphore, c'est vraiment quand même au même niveau ou moins que avant l'eutrophisation. La phosphore reste disponible dans les zones profondes, mais avec le brassage incomplet, il y a 13 ans
qu'on n'a pas vu un brassage complet dans l'élément, le phosphore qui est disponible dans les zones profondes reste là. Il n'y a pas un mélange, comme dit, pas un mélange complet. Avec aussi comme conséquence encore hypoxie dans les zones profondes, parce que la zone profonde est coupée depuis 2012, coupée de l'atmosphère. Il n'y a pas un brassage qui amène l'oxygène vers la zone profonde. Oui. Euh, un peu le réseau trophique classique, les zones trophiques qui mangent qui dans la colonne d'eau de l'élément. Le phytoplancton, les producteurs primaires, les petites plantes sont mangées par les brouteurs, surtout les clats de serre, les puces d'eau, les daphnies. Et vraiment, la dernière, disons, 5 10 années, leur abondance est faible dans le lac. Ou quelque part, il y a des facteurs de stress qui expliquent que la croissance des puces d'eau, qui étaient abondantes dans le passé, est sous pression. Oui, plusieurs hypothèses, on peut discuter, mais pour le moment, peut-être pour la question plus tard. Ça, peut-être juste pour, c'est clair que si l'atmosphère se réchauffe, il y a aussi la surface du lac qui se réchauffe parce qu'il y a un contact direct entre la surface du lac et l'atmosphère. C'est la partie en haut à gauche. C'est différent pour la température au fond du lac. Le taux de réchauffement, c'est moins vite qu'à la surface, mais quand même, il y a une augmentation. Et surtout, j'ai déjà dit qu'il n'y a pas un brassage complète depuis 2012. Un brassage complète, c'est le résultat de l'eau froide qui est créée à la surface en hiver. Idéalement, on a besoin de l'eau de 4 degrés, parce que l'eau de 4 degrés, c'est l'eau avec une densité maximale. L'eau qui est dense, 4 degrés, ça coule vers le zone profond et va mélanger, créer une brassage complète. Ça, c'est non plus le cas parce que maintenant, en hiver, cet hiver, l'eau de surface, c'était entre 7 et 8 degrés quand même. L'eau qui est beaucoup plus léger que l'eau qu'on a besoin pour mélanger le lac. Du coup, profondeur de brassage hivernal, à gauche, en bas. Normalement, on a eu des périodes de brassage incomplètes, mais aussi des périodes des années avec brassage complet. Encore, je me répète, c'est pas toujours le cas. On n'a pas eu un brassage complet depuis 2012. Ouais, un peu cette histoire de brassage incomplet, problème de l'anoxie, et peut-être aussi problème que le phosphore, qui finalement, phosphore est nécessaire pour nourrir le lac. Et phosphore est très faible dans la zone l'épilémnion en été, le phosphore qui est disponible reste dans les zones profondes. Il n'y a pas une mélange qui rend disponible le phosphore pour les zones pélagiques en été. Oui, Merci beaucoup, Bastien. Pour rappel, un de nos derniers webinaires était justement sur cette question du brassage du Léman, avec comme invité Jean-Luc Loiseau. Donc, si cette question vous intéresse et que vous n'avez pas pu voir ou assister à ce webinaire, vous pouvez le voir en replay sur notre site. ouais. Bien, bah du coup, qu'est-ce qui reste à faire maintenant Que pour faire? voir Ouais. les conséquences de la présence de la moule quagga dans le Léman? Mhm. Que faire? Ouais, c'est pas facile. Euh, ok, quatre points que je peux mentionner. Le premier, c'est toujours bien, de sensibilisation et communication, comme fait par l'ASL. Il faut informer les gens qui habitent autour du lac, ce qui se passe dans le lac, et aussi c'est lié au deuxième point, obligation dans certains cantons, et ça inclut maintenant aussi les cantons autour du Léman, de nettoyer la coque de bateau pour éviter la propagation dans les eaux non colonisées. On a juste vu la carte, c'est moins et moins utile parce que beaucoup de lacs il y a peut-être quand même, il y a 2 années, on a dit il y a encore pas mal de lacs qui sont pas encore colonisés par des Moulkogas. C'est moins, moins le cas. Lac de Zurich, lac de 4 cantons, autres, on a trouvé des moules et du moment qu'ils sont là,
On peut prendre l'exemple d'éléments ou de l'acte constance. Ça va augmenter dans juste quelques années. Ça va coloniser le lac. Continuer la recherche, oui, c'est toujours encore un peu comme le premier. On a une connaissance vraiment incomplète. Par exemple, avec l'étude que j'ai mentionnée pour les Grands Lacs aux États-Unis, on a une connaissance, mais c'est basé sur surtout les observations dans les lacs. Pour moi, on a besoin de deux autres types de la recherche. On doit faire des expériences contrôlées, par exemple, la compétition entre les puces d'eau et les moules quagga, par exemple, les températures vraiment limitantes pour la reproduction, la croissance des moules entre température et l'oxygène, parce que seulement avec les expériences contrôlées dans le laboratoire, on est capable de faire les liens entre cause et effet. Avec l'observation, on peut faire des hypothèses, mais on ne peut pas tester les hypothèses. Et finalement, on a besoin des modèles écosystèmes qui prendre toutes ces connaissances pour lier les moules avec le macrofaune dans la zone benthique, avec les macrophytes, les plantes dans la zone benthique, avec les poissons différents comme les corrigones, la perche et autres. Euh, du coup, on a besoin de modèles écosystèmes. Et une des choses à faire pour Salomé dans sa thèse, avec l'aide d'une spécialiste de Danemark, c'est créer, développer une tel modèle pour l'élément. Aussi, le monitoring, c'est la dernière fois. Oui, on a déjà fait 22, un programme, j'ai montré les résultats. On a répété l'exact programme en 24. On va encore le répéter en 26 avec support financier de la CIPEL pour mieux comprendre comment ça développe. Oui. Ça, c'est juste information pour informer les utilisateurs des bateaux de nettoyer leur bateau, mais pas seulement les bateaux, aussi les paddleboards et peut-être quand même l'équipement de plongeur, tout ça. Il y a toujours un risque qu'il y a une larve qui s'attache au instrument de plongeur ou bateau et autres. Vraiment nettoyer votre équipement, votre bateau avant de transporter à un autre lac pour éviter que le dernier lac en Suisse soit aussi colonisé. Et ceci pas uniquement pour Ah, lutter ouais, contre la moule, mais bien juste un évidemment, moment. oui, mais bien évidemment aussi pour lutter contre toutes les espèces exotiques et pas uniquement la moule quagga. Ouais. Du coup, peut-être un petit mot de conclusion. Euh, Bastien, je crois qu'on a passablement fait le tour de la question. Malheureusement, ben voilà, on constate que la moule est là. Il y a quelques questions après qui vont nous intéresser pour savoir est-ce qu'il existe des prédateurs notamment. On va en parler juste après. Je te remercie infiniment. Donc voilà, je vais du coup prendre les questions. Une première question qui est revenue, c'est elle stocke les polluants puisqu'elle filtre l'eau du lac. Est-ce que du coup c'est une solution pour filtrer les microplastiques, micropolluants Ouais. qu'on entend également beaucoup parler? Mhm. Oui, c'est une bonne question. Euh, avec leur système de filtration, il y a une limite de taille des particules qu'ils puissent filtrer de l'eau. Que c'est clair que ce système de filtration s'est évolué pour prendre les cellules de phytoplancton qui sont à peu près la même taille que certaines particules de microplastiques. Mais en plus, les moules, ils ont la capacité de rejeter. Quelque part, on a aussi des expériences faites avec les cyanobactéries toxiques. S'ils trouvent c'est une particule que je n'aime pas parce que c'est une particule toxique ou autre, on n'a pas une bonne connaissance comment ça fonctionne, il peut le rejeter. On parle de pseudophysis. Du coup, c'est pas le physis, c'est après ingestion, comme pour nous, mais les pseudophysis sont des particules qui sont directement rejetées.
Et peut-être ça sera le cas pour les particules microplastiques. Du coup, dans ce cas, ça n'aide pas parce que les particules sont retournées vers l'eau. Mais c'est une bonne question et encore typiquement quelque chose à étudier dans un laboratoire sous les conditions contrôlées. Peut-être il y a des chercheurs qui ont déjà le fait. Moi, j'ai un focus sur l'écosystème, mais je comprends la question. Je peux chercher, mais je suis pas sûr. C'est clair qu'ils peuvent filtrer de vastes quantités. Je suis pas sûr que les particules restent dans la moule ou sont rejetées. Ouais. Merci. Euh, on a beaucoup de moules, donc forcément, à un moment donné, beaucoup de coquilles qui vont se retrouver à Mm. sédimenter au fond du lac. On en voit chaque hiver qui viennent aussi s'échouer sur les plages. Mhm. Quelles peuvent être les conséquences sur un court, moyen, long terme Mm. de cette quantité de Mm. calcaire? Ouais. Euh, il faut faire la calcul que j'ai jamais fait, mais c'est possible qu'il y a un effet sur la disponibilité de calcaire dans l'eau, parce qu'encore on parle de vastes biomasses des coquilles. Aussi, pas pour le calcaire, mais aux États-Unis, pour une des grands lacs, on a juste publié, ou il y a quelques années, que désormais ce sont les moules quagga qui contrôlent le cycle de phosphore dans le lac. Aussi les moules, la grande quantité de phosphore sont stockées dans la biomasse des moules et ils sont si abondantes que ce sont vraiment les moules qui contrôlent le cycle de phosphore. On a juste mentionné un peu que phosphore, on a eu des problèmes à l'époque, l'eutrophisation. On a réussi de réduire la phosphore dans le lac. Maintenant, on arrive à la question, c'est quoi la concentration optimale de phosphore pour la future? Et dans cette question, il faut vraiment réfléchir aussi le rôle des Murucuaga pour la disponibilité des nutriments pour l'autre forme de la vie dans le lac. Très bien. Une question très rapide. On la retrouve dans l'eau salée ou uniquement dans l'eau douce? L'eau douce, ouais, sont Unique- spécifiques de l'eau douce, ouais. On a d'autres moules, les moules frites sont les moules de écosystème marin, ouais, ouais. Merci de revenir à l'introduction. ouais, Euh, il y a pas mal de questions aussi sur la question des prédateurs. ouais. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a Hmm, suffisamment? Est-ce qu'il y a une solution à un moment donné pour qu'ils éradiquent suffisamment de moules? hmm, hmm. La dernière question, non, je trouve pas. Euh, mais on ne sait jamais. Parce que une groupe de prédateurs qui est efficace sont les canards plongeurs qu'on peut observer dans la rade en hiver. Et pour les lacs peu profonds, comme j'ai fait retour aux lacs peu profonds aux Pays-Bas, sont des lacs de 2 mètres de profondeur en moyenne. Du coup, chaque profondeur, les canards sont capables de plonger vers le sédiment et de manger des moules. La profondeur maximale pour les canards de prendre les moules et de toujours ont un retour positif au niveau de l'énergie, c'est à peu près 6 mètres. Il y a grande partie du lac où les canards sont pas des prédateurs efficaces parce que encore il a une limite d'à peu près 6 mètres de profondeur. Après, on a des poissons qui sont capables de manger des moules. Euh, déjà, il y a des poissons qui mangent une petite quantité de moules dans l'élément. Il y a une poisson qui n'est pas encore présent dans l'élément, c'est une autre espèce invasive, le goby à tache noire, je crois, en français. Ça, c'est un poisson efficace, un prédateur efficace qui a fait une différence le Grand Lac aux États-Unis. C'est pas une bonne idée d'introduire une autre espèce invasive pour chercher une solution pour le Mulquagga. Mais c'est pas du tout impossible que cette espèce va trouver le lac d'une manière autonome. Et dans ce cas, il faut observer les conséquences. Euh, Autre que les prédateurs, il faut réfléchir sur des parasites. Parce que c'est une raison pour laquelle
On a des espèces invasives avec un cycle de boom et bust. Parfois, il y a une espèce invasive qui arrive dans un nouveau pays, mais les parasites, quelque part, sont restés dans le pays d'origine. Et les parasites sont des organismes importants pour contrôler l'abondance de leur hôte. Encore, on n'a pas une bonne connaissance de présence des parasites, par exemple des vers parasites. Est-ce qu'il y a dans le lac en Suisse un autre sujet pour l'étude? Et dans sa région d'origine, c'est aussi une espèce qui est problématique ou comment se fait Non, la régulation? beaucoup moins. Et aussi dans le zone, dans le Dnieper, il y a une coexistence beaucoup plus que dans le lac en Suisse ou aux États-Unis. Il y a une coexistence entre les deux espèces, zébré et quagga. Que cet été, on a l'idée de venir, d'aller, c'est pas possible clairement d'aller en Ukraine, mais très proche d'Ukraine, dans le delta Danube, pour étudier la présence des Mulquagga dans leur région d'origine. Ouais, pour mieux comprendre comment ça fonctionne là. Ouais, On la retrouve aussi dans les rivières, hein, c'est pas uniquement dans les lacs. aussi dans les rivières, mais je trouve pas dans les rivières qui coulent très fort. Tout à Je fait. crois, je pense pas que c'est présent dans le Rhône pour le moment, mais dans le Rhin, oui. D'accord. Euh, ça vit combien de temps une moule? Regarde. Comment? Combien de temps l'espérance de vie d'une moule? Ah, bon. Encore, ça dépend fortement de conditions environnementales. Si la croissance est lente, comme dans les zones profondes, avec la température baisse, j'ai pas dans ma tête le chiffre exact, mais c'est beaucoup plus long, peut-être, disons, 7 8 ans. Mais pour la moule, avec des conditions optimales, leur espérance de vie, c'est plus court que ça. Mais je dois chercher le nombre exact. Ce sont des chiffres que Salomé est beaucoup mieux que moi de vous dire. Ouais. Pas de souci. Pour revenir à la question de l'impact sur les tuyaux, euh, Mhm. quelles sont les solutions qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on va Ouais. continuer à mettre des crépines et à pomper l'eau du lac vraisemblablement. Mhm. Quelles solutions existent? Quelles sont les meilleures solutions? Ouais. Nettoyer. De manière Soit mécanique ou nettoyer chimique? d'une manière manuelle. Je sais aux Pays-Bas, par exemple, il y a c'est quoi en français, des stations de l'énergie qui peuvent créer une shortcut dans leur système de refroidissement. Et avec ça, la température augmente parce que c'est le même volume de l'eau qui récircule. À un moment donné, la température devient létale pour les moules. Aussi, je sais que peut-être pas possible en Suisse, mais on a utilisé la chlorine pour, pour tuer les moules. Encore, il y a des choses à faire. Le problème, c'est encore cette forte reproduction. Du coup, il faut répéter assez fréquent le nettoyage des tuyaux pour éviter des problèmes. Et clairement, il y a des coûts qui sont liés avec un nettoyage fréquent. Mhm. Au niveau de la chaîne trophique, donc voilà, elles se nourrissent de plancton, base de la chaîne alimentaire. Donc forcément, ça a une incidence, bon, tu l'as mentionné, sur la transparence de l'eau. Tout le monde se réjouit de voir un lac qui ressemble aux eaux des Bahamas où on a des bateaux qui volent au-dessus de l'eau, mais finalement, c'est quand même inquiétant d'avoir cette masse planctonique qui diminue et l'impact que ça a sur la chaîne trophique, notamment les poissons. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mesuré, qu'on a pu quantifier, cet impact de la moule sur la chaîne alimentaire. Oui, on peut observer que, en fait, c'est intéressant parce qu'on a juste vu que la concentration, la disponibilité de phosphore s'est fortement diminuée depuis les années 70, coupée en 10. Mais pour un long temps, la biomasse de phytoplancton n'a pas répondu dans le lac. Pour un long temps, on a gardé à peu près la même biomasse, la même concentration de chlorophylle, ce pigment vert dans l'élément. Peut-être c'est assez récent qu'on observe une diminution, mais c'est pas une chute.
la chute dans le nombre de zooplancton, comme le plus d'eau, c'est beaucoup plus fort que dans la densité de phytoplancton. Mais c'est clair qu'avec cette augmentation des moules quagga, imaginez que c'est vrai qu'on va augmenter encore 9 à 22 fois. C'est clair que ça sera très difficile pour le phytoplancton de maintenir une biomasse. Il y aura une sélection, j'imagine, pour espèces qui ont une croissance plus rapide que les espèces peut-être plus lentes, mais c'est difficile à définir la rôle exact des moules quagga parce qu'au même moment, on a eu cette diminution de phosphore. Au même moment, on a eu des effets de réchauffement climatique avec le brassage complet. C'est pour ça que je dis, pour comprendre un écosystème comme un lac, les observations, seulement faire les observations, ça suffit pas. Il faut ajouter des expériences contrôlées. Il faut finalement créer, développer des modèles qu'on peut utiliser pour étudier l'ensemble des interactions dans l'écosystème du lac. Magnifique. Elles sont comestibles, ces moules, si on Euh, oublie le fait qu'elles emmagasinent beaucoup de polluants. Euh, non, je pense pas. Euh, je connais aucun chef qui a essayé de faire une plat avec des moules quagga. Du coup, non, je trouve pas. Parfait. Il y a eu une question par rapport au lac d'Annecy. Est-ce que c'est aussi le cas dans les lacs en France voisine? Ouais. Lac d'Annecy, je ne sais pas. Lac de Bourget, je sais, ils sont présents. En France, finalement, c'est la même histoire. Oui, il faut aussi garder une œil sur le nettoyage des bateaux et tout ça pour éviter que la moule euh, oui, aussi trouve d'autres lacs, mais je crois aussi en France, il y a un grand nombre de lacs qui sont déjà envahis par la Moulquaga. Mais ce sont vraiment les collègues à Thonon qui ont les réponses pour les lacs français. Ok. Au niveau de la masse biologique, enfin de la moule, que ce soit les coquilles ou bien la moule en tant que telle, l'animal, est-ce qu'il y a des essais, est-ce qu'il y a des études qui ont pu être menées pour la transformer, par exemple en compost, utiliser comme engrais, puisqu'ils ils ont beaucoup de phosphore? Peut-être vous avez entendu parler maintenant, je suis mal avec souvenir le nom. Euh, Carole, qui a l'idée de l'utiliser les coquilles des moules pour créer du béton Du béton, oui. organique. Encore, il y a des idées pour aider avec combattre les moules, pour aider avec les idées comment on peut utiliser des moules. Ouais, c'est pas seulement les chercheurs, aussi les entreprises qui sont en train de réfléchir sur les conséquences, mais peut-être aussi les possibilités. Ouais. Fonti, je crois, Carole Fonti, si je ne trompe pas. Oui, tout à fait, oui. Bah, très bien, Bastien, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Vous trouvez beaucoup d'informations sur nos différents sites internet auxquels je vous encourage à aller. Bastien, je te remercie encore infiniment pour toutes ces informations, de nous avoir partagé ce savoir et C'est toujours un plaisir. plaisir partagé. Et à tout bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et à bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir.